Bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que tout fonctionne bien. C'est la première diffusion live. On va voir ce que ça donne. On est parti. Alors, on va commencer par... Professeur, merci. On va commencer par expliquer un petit peu pourquoi cette présentation. Ça fait quelques temps déjà que je poste des photos sur Twitter, sur les réseaux sociaux. J'ai souvent à peu près les mêmes questions qui reviennent, ce qui est normal. C'est comment on fait ça, quel matériel il faut, depuis combien de temps tu pratiques, etc., etc. Et donc ça faisait un moment que ça me tournait dans la tête, cette idée de faire une petite présentation en live pour montrer un petit peu tout ça. Donc j'ai prévu de découper, on va dire, en deux grosses parties. Donc ce soir, je prévois plutôt une partie sur l'aspect matériel des choses, donc une présentation un petit peu plus générale euh, sur tout ce qui est matériel astrophotographique, matériel même astronomie de base, on va dire. Et puis une prochaine session en fonction de vos retours, où je parlerai plutôt de la partie traitement des images, et donc comment on arrive à partir de ce qu'on a acquis, pardon, à faire des belles photos. Voilà, voilà. Alors, on est parti. Donc, pour essayer de vous donner un petit peu envie quand même de vous lancer là-dedans, je vais commencer par quelques photos que j'ai prises. Donc, évidemment, vous auriez reconnu Mercure. Donc, évidemment, non, ça n'est pas Mercure, c'est la Lune. Si vous réussissez à prendre ça en photo et que vous appelez ça Mercure, faut peut-être postuler à la NASA. Voilà, avec le même matériel, exactement le même matériel. Donc vous avez ici la version plan large et puis ici une version un petit peu plus zoom, où on voit très bien les détails, mais dont je suis pas particulièrement satisfait. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Du planétaire, donc là voilà, Jupiter, avec satellite qu'on voit et chose que j'aime bien aussi, la petite ombre à côté là. Saturne, bon, alors là, ça fait partie des photos dont je ne suis pas du tout content. Et la raison principale, c'est qu'avec le matériel que j'ai, je devrais pouvoir avoir beaucoup, beaucoup plus de détails que ça. Mais en règle générale, quand on montre cette photo à des gens qui connaissent pas trop l'astronomie ou qui ont jamais fait, et ben voilà, Saturne, c'est toujours assez impressionnant. On se dit, ah tiens, on réussit à voir les anneaux, c'est extraordinaire. Mais pour moi, c'est loin, loin d'être les photos les meilleures. Là, je suis beaucoup plus content de cette photo-là, qui est une photo de Mars, où on voit beaucoup de choses dessus. On voit les détails de la surface. On voit même sur cette photo, on voit le Olympus Mons, qui est un petit peu en haut à droite, donc qui est la montagne la plus haute du système solaire, on va dire. On voit la calotte polaire, on voit même une partie d'atmosphère. Donc là, celle-ci, j'étais plutôt content. Et elle a été faite à une époque où Mars était à l'opposition, donc c'est-à-dire au plus proche de la Terre. Donc là, pour l'instant, c'est pas du tout le cas en ce moment. Là, on passe dans une autre catégorie, donc le ciel profond. Donc là, vous avez un exemple, c'est donc, les Anglais appellent ça la Question Mark Galaxy. Donc c'est la M51, Messier 51. Donc en fait, c'est deux galaxies même qui sont en train de collisionner et on arrive à prendre des photos où on les voit très très bien. Alors si vous regardez bien dans le détail, on voit qu'il y a aussi d'autres galaxies sur cette photo. Des toutes petites, une bien en haut, une légèrement à gauche. Encore une fois, ce sont des photos dont je suis pas super content parce que vous le voyez peut-être, mais il y a beaucoup beaucoup de bruit sur ces photos. Mais c'est pas grave, on arrive quand même à faire des choses sympas. Donc là, on arrive à des photos qui me plaisent déjà beaucoup mieux. Donc là, vous avez une nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse du cœur,
Donc ça c'est une nébuleuse, c'est un nuage de gaz, et la couleur rouge que vous voyez, bah, c'est une couleur qu'on va dire naturelle. Donc ça c'est une nébuleuse qui se situe donc à je crois 6500 années-lumière, quelque chose comme ça. Donc c'est déjà relativement loin, mais c'est très très loin d'être les objets les plus loin qu'on puisse photographier, même avec des télescopes amateurs. Celle-ci, j'y reviendrai un petit peu plus tard, là, c'est les dentelles du cygne. Donc encore une fois une nébuleuse, mais par rapport à celle d'avant c'est un nuage de gaz dans lequel voilà, vous allez pouvoir avoir des formations d'étoiles, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement grand. Ici, bah, c'est un petit peu tout l'inverse, parce que ce que vous avez ici, c'est en fait la photo d'une supernova qui a explosé. Et en explosant, et ben, en s'étalant dans le ciel, voilà ce que ça donne. Après quelques milliers d'années, on voit de superbes choses. Donc ça, c'est la photo d'avant, c'était la naissance d'étoiles, et ici vous avez tout l'inverse, vous avez la fin d'une étoile. Peut-être que vous reconnaissez ici, donc là c'est la fameuse galaxie d'Andromède. Donc celle-ci allait à peu près 2,5 millions d'années-lumière. Donc par rapport aux autres que je disais, qui étaient plus voilà, la nébuleuse était à 6500, là on est vraiment beaucoup beaucoup plus loin. La première galaxie que je vous ai montré en fait, M51, là on parlait de 27 millions d'années-lumière. Donc on va dire que celle-ci est à peu près 10 fois plus proche. Donc on arrive à avoir beaucoup de détails, et pourquoi on arrive à avoir beaucoup de détails? C'est parce que justement c'est la plus proche. C'est la galaxie la plus proche de nous. Et d'ici quelques millions d'années, elle devrait même fusionner avec notre galaxie, donc ça va être un événement assez intéressant pour ceux qui seront là. Encore un autre type de nébuleuse, ici c'est les Pléiades. Donc en anglais ils appellent ça les Seven Sisters, parce qu'en fait il y a 7 étoiles bien brillantes qu'on arrive à voir facilement à l'œil nu l'hiver. Donc ça c'est quelque chose que vous pourriez observer l'hiver. J'aime bien aussi celle-ci parce qu'on voit beaucoup de détails. En fait, c'est une nébuleuse, donc vous voyez tout ce regroupement d'étoiles, elles sont effectivement très proches les unes des autres. Et, euh, et là, ce que vous voyez, c'est des nuages de gaz autour de ces étoiles, et donc c'est une nébuleuse qu'on appelle par réflexion, donc c'est-à-dire qu'elle va refléter la lumière des étoiles qui sont derrière. Donc les rouges, en fait, elles sont par émission, c'est-à-dire qu'elles émettent de la lumière par elles-mêmes, alors que celles-ci n'émettent pas de lumière, c'est vraiment les étoiles derrière qui éclairent ce nuage de gaz. Et donc c'est un peu pour ça que vous voyez du gaz bleuté par devant, et puis sur les côtés vous voyez des choses plus sombres, ce sont aussi des nuages de gaz, c'est le même en fait, mais qui n'est pas éclairé pour le coup. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre de photos. Dans un autre genre, là c'est du matériel que j'ai depuis très très longtemps, j'ai simplement pris un vieil appareil photo l'année dernière, non il y a 2 ans, l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était avant le confinement donc je me souviens plus trop, mais il y avait cette fameuse comète qui apparaissait dans le ciel, et il fallait se lever tôt, et en se levant tôt on pouvait observer ça. Donc j'ai pris mon vieil appareil photo numérique, un Nikon 350, Canon 350D, et qui a beau être un appareil assez ancien, numérique quand même, j'ai réussi à faire cette photo juste avec un trépied. Donc voilà, juste pour vous montrer que même avec du matériel euh, grand public, sans filtre, sans rien, on peut obtenir des choses assez sympas. Donc vous voyez effectivement la comète là, sur cette photo, mais ce que vous voyez à droite, l'espèce de casserole, le regroupement d'étoiles là, c'est les fameuses 7 étoiles des Pléiades qu'on voyait dans la photo d'avant. Donc ça et ça, cette partie-là, c'est exactement la même chose. Et ici vous aviez Mars. Donc sur une même photo, pas mal de choses visibles déjà, rien qu'avec un simple appareil commun que tout le monde a. Et autrement, donc ce que j'ai mis en fond de mes slides, donc c'est la nébuleuse de la tête de cheval se voit plutôt l'hiver, encore une fois celle-ci. Donc c'est dans la constellation d'Orion et qui est particulièrement esthétique. Et celle-ci, pour les couleurs, pour le coup, c'est presque des vraies couleurs.
parce que j'ai un filtre qui a été utilisé. Donc en fait, la partie gauche que l'on voit de l'image, c'est une deuxième nébuleuse qui s'appelle nébuleuse de la flamme. Si vous avez un peu d'imagination, vous voyez une espèce de flamme sur le côté. Sauf que si j'avais pas de filtre et si je n'avais pas de pollution lumineuse là où je prends les photos, cette partie-là serait plus jaune. Donc voilà, ça fait encore partie des photos qui sont que j'aime beaucoup, qui sont très très esthétiques, des grands classiques on va dire, mais qui sont relativement élégantes. Donc là, je vais passer sur ce qu'on appelle moi, ce que j'appelle mon compte Astrobin. Donc ça, c'est un compte sur lequel je poste toutes mes photos. Donc je vous invite à aller le voir. Et donc je vais passer rapidement dessus. L'intérêt d'utiliser ce compte-là, c'est que pour toutes les photos que je publie, en fait, vous avez un mode plein écran qui est assez sympa. Donc là, si je vais juste sur le mode full screen sur une des photos que j'ai, donc et la nébuleuse des dentelles du cygne dont je vous parlais tout à l'heure, la supernova qui a explosé, en fait, il va vous donner des indications sur les différents objets qui sont sur cette photo de manière automatique. Et puis surtout, vous avez le zoom. Donc en double cliquant dessus, on peut se balader et on peut voir énormément de détails. Donc là, tous ces petits filaments qui sont là, voilà, c'est des choses pour montrer un petit peu la résolution de la photo. Parce que quand on regarde simplement sur un écran comme ça de loin, en fait, ça rend pas tellement hommage à la quantité de détails qu'on peut avoir sur ce genre de photo. Donc là, j'ai pris juste cette photo en exemple, mais si vous allez donc sur mon compte, hop, vous allez trouver à peu près l'essentiel des photos que je prends. Donc là, la dernière que j'ai faite, c'est celle-ci, c'était une simple photo de la Lune, encore une fois, mais là au niveau détail, bah, vous en avez moins, parce que c'est beaucoup moins grand en fait. Et ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Hop, voilà, je retourne sur mes slides. Et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Au passage, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster dans le chat, je vais essayer de regarder de temps en temps. Et puis essayer de répondre à vos questions, n'hésitez pas à en poser. Allez, on est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pourquoi moi déjà je fais de l'astrophoto? Je dirais un des problèmes, donc en fait l'astronomie j'en fais depuis très très longtemps, j'en fais depuis que je suis gamin, on va dire. Donc quand j'étais gamin j'avais eu un petit télescope, une lunette astronomique en fait, un truc tout simple, c'était un jouet, et ça marchait très très bien pour regarder la Lune, mais à part ça, il n'y a pas grand chose. On pouvait regarder éventuellement Jupiter, Saturne, mais c'était à peu près tout. Et puis quand on va faire un petit peu d'astronomie en visuel, on va s'acheter un petit télescope, et puis on va commencer à regarder. Et bah, en fait, souvent, ce qui va se passer, c'est exactement ça, c'est on va voir quelques objets qui vont vraiment être très brillants, très visibles, et on va se faire vraiment plaisir, on va pouvoir voir des détails. Mais en fait, ce nombre d'objets visibles est relativement restreint quand on fait du pur visuel. Si on veut accéder à un plus large catalogue d'objets à observer, donc des galaxies, des nébuleuses, des choses qui sont beaucoup plus petites à observer, il va vous falloir deux choses. Il va vous falloir, de la patience, parce qu'en fait, votre œil, au fur et à mesure des années d'expérience, va prendre l'expérience de voir des objets qui sont à l'oculaire, mais que votre voisin qui connaît rien à l'astronomie, vous lui mettez l'œil dessus, il ne verra rien, parce que votre œil va simplement s'habituer à voir des choses. Et puis, certains objets en fait sont tellement faibles qu'il vous faut des télescopes qui sont absolument énormes pour réussir à avoir du détail et le voir à l'œil nu. Donc, typiquement, voilà, ce que vous voyez là sur mes photos, tout ce que vous avez vu sur mes photos, à part la Lune et les planètes, et encore les planètes, donc là les zooms que j'ai fait sur les planètes, vous ne verriez pas ce genre de détails, mais à part la Lune, on va dire, jamais vous ne verrez ça à l'oculaire. Jamais. C'est juste pas possible. Vous verrez à la limite des détails, vous verrez des galaxies, mais vous les verrez déjà en noir et blanc. Quelques nébuleuses, si vous êtes jeune, vous verrez un petit peu de couleur, parce que plus on vieillit, en fait, plus notre œil perd la sensibilité.
Et bah donc tout ça, c'est en fait souvent pour moi assez décevant à l'oculaire. Et comme j'ai pas beaucoup de soirées d'observation, en fait, je me suis passé à l'astrophoto pour voir plus de choses et puis pour voilà, garder des souvenirs un petit peu de tout ça. Et puis le dernier aspect que je trouve extrêmement intéressant, c'est j'ai commencé un petit peu à aborder ça. J'ai parlé des couleurs, tout ce qui est couleurs. Et en fait, dès qu'on va faire de l'astrophoto, il y a un aspect qu'on va dire artistique un petit peu là-dedans parce que euh, il n'y a jamais de vraie couleur en astrophotographie. Alors ça, je sais pas si c'est un mythe que je fais tomber là, mais en fait, même si vous prenez votre appareil photo de smartphone ou votre super réflexe, etc., etc., ce qu'il vous montre, ce ne sont pas des vraies couleurs. C'est toujours une interprétation. Donc c'est une interprétation qui est faite par des algorithmes qui vont reconstituer des couleurs, mais c'est jamais les vraies couleurs. Et ben c'est complètement vrai aussi en astrophoto. Donc ce ne sont jamais les vraies couleurs. Et suivant bah, vos goûts, suivant le matériel que vous utilisez, suivant beaucoup de choses en fait, vous allez pouvoir observer certains détails ou pas. Et notamment dans l'astrophotographie, de ciel profond, on va dire, il y a énormément de filtres qu'on va mettre. Et ces filtres, parfois, vous permettent de voir des choses que de toute façon, votre œil ne verrait jamais. Donc on va aller dans l'infrarouge, on va faire ce genre de photographie infrarouge, donc dans ces cas-là, eh ben, l'infrarouge, votre œil n'est pas sensible à l'infrarouge. Donc on va voir sur des photos des choses que vous ne verriez pas, donc on est obligé de transférer ces couleurs infrarouges vers du visible. Et donc il y a toujours un aspect, on va dire, artistique à faire ça. Alors c'est marrant parce en gros il y a des écoles hein, dans la colorisation, on va dire, des photos. Il y a l'école américaine où c'est des photos qui sont en règle générale extrêmement saturées, pleines de couleurs, etc. Alors qu'en Europe, on a plutôt tendance à essayer de respecter des couleurs relativement sobres. Mais bon, après, c'est chacun fait un petit peu comme il veut. Alors, avant de parler sur, de vous donner un petit peu des détails sur ce qui, moi, m'intéresse le plus dans l'astrophotographie, je vais vous donner un petit peu les quelques types d'astrophotographie qu'on trouve voilà, dans le monde. Donc la première que je ne note pas ici, c'est vraiment bah, celle que j'ai faite là, juste avec un trépied et un appareil photo. C'est du paysage classique. Ça, voilà, ça se fait aussi. Mais si on parle vraiment d'astrophoto, en règle générale, on va plutôt parler de plusieurs types. Donc la première, ça va être la photo solaire. Donc là, ça fait de jour. Donc évidemment, quand on va faire des photos du soleil, avec un télescope ou avec même un appareil photo, c'est jouable. Donc surtout ne faites pas ça si vous n'avez pas du matériel fait pour. Donc typiquement, moi je n'ai pas le matériel pour faire ça, donc je n'en fais pas. Parce que c'est extrêmement dangereux. De toute façon, le seul truc que vous risquez de faire, c'est vous cramer les yeux, vraiment et de casser votre matériel qui va surchauffer. Donc faites-le pas. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est des choses intéressantes. On va pouvoir voir les taches solaires, on va pouvoir voir donc les protubérances qui sont ces fameuses explosions et boucles qu'on voit parfois sur les photos, euh, donc qui ont des dimensions absolument titanesques. Et puis autrement, il y a aussi des photographies donc qu'on appelle la chromosphère, donc qui sont assez assez esthétiques. Donc c'est quelque chose qui moi m'intéresse, mais j'ai pas le matériel pour, donc simplement j'en fais pas. L'autre type qu'on trouve beaucoup, c'est tout ce qui est photographie lunaire. Donc là, vous avez vu, j'en ai fait quelques-unes, donc des cratères. On peut photographier aussi les éclipses. Euh, la Lune, c'est intéressant, c'est un sujet intéressant euh, parce que en fait, il y a ces fameuses phases, et en fonction des phases de la Lune, on va pas voir le même genre de détails. Euh, on va dire une des choses qui m'est le plus souvent rapportée, souvent c'est de dire ah bah la Lune c'est cool, c'est la pleine Lune, donc là c'est à ce moment-là qu'il faut faire des photos de la Lune. Alors qu'en règle générale, non. Justement, c'est là où c'est le moins intéressant, parce que quand on est de pleine lune, la lumière elle arrive de face sur la lune en fait. Donc la lumière que vous voyez de la lune, bah, c'est quoi? C'est pas la lumière, c'est pas la lune qui émet sa propre lumière, c'est la lumière du soleil qui est reflétée par la lune et qui revient vers vous. Donc quand c'est la pleine lune, vous avez le soleil qui éclaire à fond la pleine lune, et donc c'est une lumière qui vient de face.
Et quand elle vient de face, on voit absolument rien en détail. Alors que quand vous avez un fin croissant, une phase gibbeuse ou voilà, ce genre de phase de la Lune, en fait, si vous allez à la limite entre la phase éclairée et puis l'ombre, c'est là que vous avez les détails les plus intéressants parce que vous allez avoir une lumière qui va être rasante, et on va commencer à avoir du relief, et on va voir des détails beaucoup plus intéressants. Donc quand on fait de la photo lunaire, on est vraiment sur des temps de pause extrêmement courts, euh, de l'ordre de la milliseconde, parce que c'est encore une fois extrêmement lumineux. Et même quand on fait de l'observation visuelle, dès qu'on a des télescopes un petit peu gros, on n'a pas le choix, on est obligé de mettre des filtres, même pour observer à l'œil nu, parce que c'est vraiment tellement lumineux, ça peut vraiment faire mal aux yeux, en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc moi, le lunaire, c'est pas non plus mon domaine de prédilection, c'est pas ce que je fais le plus. En règle générale, j'essaye plutôt d'éviter la lune, moi, je prends plutôt mes photos quand il n'y a pas de lune. Autre type de photo, donc le planétaire. Donc le planétaire, ce qu'on appelle le planétaire, c'est vraiment les photos de toutes les planètes qu'on va trouver dans le système solaire. Donc voilà, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne qui sont les plus faciles d'accès parce qu'elles sont relativement proches pour Vénus et pour Mars, et puis parce qu'elles sont très grosses pour Jupiter et Saturne. Donc elles ont beau être extrêmement loin, on arrive relativement bien à les prendre en photo. Et puis après, si vous êtes motivé et que vous avez du matériel un petit peu plus élaboré, vous allez pouvoir commencer à chercher un petit peu plus loin, donc Uranus, Neptune, voire des astéroïdes. Alors quand on fait de la photo d'astéroïdes, hein, vous attendez pas à aller chercher du détail, c'est trop petit, donc dans ces cas-là, ce que vous êtes content de trouver sur une photo, c'est un point. Donc quand on fait de la photo en planétaire, il y a un critère essentiellement qui est extrêmement important, qu'on appelle le seeing, qui est, en fait, ça vous donne une idée de la- la finesse de détail que vous allez pouvoir observer, et donc ça dépend uniquement de l'atmosphère. Donc vous avez en fait l'atmosphère, voilà, qui est découpée en couches, et vous avez différentes couches, et en fonction des différentes couches, vous allez avoir des vitesses de vent qui vont être différentes, vous allez avoir des nuages qui vont être différents, etc., etc. Et en fonction de tous ces critères-là, il y a un critère synthétique, on va dire, qui est le seeing, et qui vous donne une idée de ce que vous êtes capable d'accéder au niveau du détail. Alors, chose amusante, souvent en ville, le seeing est meilleur que en campagne. Le ciel a tendance à être plus stable au-dessus de la ville qu'en campagne. Donc là, pour faire ce genre de photos, on va faire des pauses de quelques millisecondes encore pour les planètes qui sont extrêmement brillantes. Donc typiquement Jupiter et Saturne sont relativement brillantes. Mais si vous voulez aller taper sur du Uranus ou Neptune, ça peut être jusqu'à quelques secondes de pause. Là encore, moi c'est pas mon domaine de prédilection. Non pas que ça m'intéresse pas, mais je trouve ça extrêmement difficile. C'est énormément de patience. C'est très très difficile parce que il faut absolument que son matériel soit réglé parfaitement, donc que les optiques soient alignées parfaitement, que vous ayez les bonnes conditions météo, que voilà, ce signe soit bon. euh, donc il y a que les planètes soient pas trop hautes sur l'atmosphère, sinon vous allez avoir des problèmes de diffraction de la lumière, donc des bords un petit peu moches autour des planètes, ce genre de choses. Donc c'est énormément de compétences à acquérir juste pour faire du planétaire. Et personnellement, j'y arrive pas. C'est pas que je veux pas, mais je n'y arrive pas. Donc j'essaye de temps en temps, je m'y relance, j'essaye de... Parce que c'est toujours intéressant, mais comme je vous disais, donc tout à l'heure, les photos de Jupiter et Saturne que je montrais, elles sont relativement moches, même très moches par rapport à la quantité de détails que je devrais être capable d'obtenir avec le matériel que j'ai. C'est-à-dire si je maîtrisais bien mon matériel, si je faisais bien ma collimation, ce qu'on appelle donc la collimation, c'est l'alignement des optiques. Si je faisais bien ce travail-là, les photos que j'obtiendrais seraient beaucoup plus belles, beaucoup plus belles. C'est pas le cas, donc c'est pas ce sur quoi moi je me focalise. Un autre type d'astrophotographie, et là c'est plus intéressant pour ceux qui
qui aime bien faire la science. La spectrographie, c'est vraiment, c'est un domaine qui est passionnant. C'est revenir et se dire que juste avec un petit télescope, vraiment, mais pas grand-chose, pas très cher, et un filtre, ce qui va ni plus ni moins être que ce que vous aviez en cours de physique terminale, un prisme qui va vous séparer la lumière. Et là, vous allez avoir des raies qui vont s'afficher, donc ce fameux arc-en-ciel, où il va y avoir des trous dedans. Et ça vous permet de déterminer de chez vous quelle est la composition chimique d'une étoile qui est à plusieurs milliers d'années-lumière. C'est c'est juste extrêmement intéressant. Voilà, c'est des trucs, je sais qu'il y a le lycée à côté de chez moi, donc le lycée Léonard de Vinci, il y a un prof qui fait ça avec ses étudiants, donc les lycéens, il fait ça le soir de temps en temps, faire de la spectrographie, donc c'est une façon d'appliquer de la science assez facilement et de manière très pratique. On fait des spectres d'étoiles et on est capable de dire, bah voilà, celle-là elle est plus ou moins ancienne que celle-là parce qu'on va trouver tel type de métaux à l'intérieur, ce genre de choses, donc c'est vraiment super intéressant, mais là encore, c'est pas ce que je fais le plus. Ce que je fais, moi, c'est à 90%, on va dire, ce qu'on appelle du ciel profond. Donc, le ciel profond, c'est juste pour dire, on va aller chercher des objets qui sont relativement loin et on va essayer de les prendre en photo. Donc, quand on fait ce type de photos, donc ça va être les photos de nébuleuses, de galaxies que je vous ai montré, la qualité du ciel, ça va être vraiment le critère le plus important. Donc, quand on parle de qualité du ciel ici, c'est la pollution lumineuse. Donc moi j'habite à, on va dire, 40 km au sud de Nantes. Euh, je suis plutôt en campagne, on va dire. Pour autant, la qualité du ciel est pas extraordinaire. Alors, elle est largement meilleure qu'à Nantes, je vais pas vous dire le contraire. Elle est largement meilleure que si je fais ne serait-ce que 5 km et que je vais dans la ville où j'habite à côté, donc Montaigu. Euh, et là, bah, c'est pareil, les photos bah, seraient pas terribles parce qu'il y a beaucoup trop de lumière. Mais j'ai un ciel qui est raisonnable et qui me permet de faire le genre de photos que vous voyez. Mais par exemple, quand je vous parlais de la photo de la tête de cheval, là je suis obligé de mettre des filtres. Si je mets pas de filtre, ben, je vais obtenir des photos qui vont être moins belles, où il va y avoir des traces dessus, il va y avoir moins de détails, etc. etc. Donc le critère principal, ça va être ça. Ça va être d'être dans une zone où il n'y a pas de pollution lumineuse. Vraiment, c'est de loin le critère le plus important. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ce ciel, euh, alors quand on l'a pas, je vais quand même faire cette petite parenthèse pour pas démoraliser les Parisiens qui, je sais qu'il y en a un ou deux là qui sont sur le chat. Vous pouvez aussi faire des photos de ciel profond en plein Paris, c'est faisable. Il faut mettre des filtres. Et il y a des filtres qui sont absolument extraordinaires, qui sont bluffants. Par exemple des filtres qu'on appelle les duobandes, j'en ai un d'ailleurs. Ils sont absolument bluffants. Ils vont vous couper une énorme partie de la population lumineuse, la pollution lumineuse, et vous permettre de faire de la photo en pleine ville. Mais qui dit filtre dit que vous coupez une grosse partie du signal. Donc il y a plein de choses que vous ne verrez plus. Donc les filtres, c'est toujours ça à double tranchant en fait. Ça va vous permettre de voir des choses, mais ça va aussi couper des choses qui étaient là. À Lyon, ça marche aussi. Ouais. À Lyon, ça marche aussi. En plein Paris, à Lyon, ça marche aussi. Donc la ville des Lumières. Alors j'irai pas à Lyon exactement pour ça, parce que Lyon est bien connu pour foutre tout ce qu'ils peuvent en lumière vers le haut. Un peu embêtant. Donc là, quand on fait du ciel profond, quand on fait ce genre de photos, les temps de pause, on va dire, c'est très long. Très très long. Je dis de quelques secondes. C'est vraiment pour les objets les plus brillants. Donc, par exemple, la nébuleuse d'Orion est relativement brillante, même à l'œil nu, elle est magnifique à observer. Bah, si vous la prenez en photo, bah, en quelques secondes, vous avez quelque chose de gérable. Mais si vous avez des objets qui sont relativement loin ou difficiles d'accès parce qu'ils sont étalés et donc ils sont leur luminosité un petit peu étalée, là il va falloir des temps de pause qui vont atteindre plusieurs heures. Et en fait, suivant le matériel que vous avez,
et ben vous allez plus ou moins devoir faire de pause. Donc quelque chose qu'on dit en règle générale, c'est que la taille ne compte pas. Et ben en astronomie, la taille elle compte beaucoup. Et en fait, la taille de votre matériel, donc la taille du tube optique, la taille de votre lunette, etc., va fortement influencer la captation de lumière et donc le temps de pause derrière. Je fais un dernier petit mot sur Starlink parce que c'est quelque chose dont je parle régulièrement sur Twitter. Euh, J'en parle régulièrement parce que ça m'énerve. Ça m'énerve parce que comme en fait, voilà, je suis plutôt dans la technique, tous les techos qui sont autour de moi trouvent ça formidable d'avoir des satellites qui vont vous donner une connexion Internet. Et si on écoute le discours d'Elon Musk, effectivement, c'est génial, c'est quand même quelque chose qui est fait pour donner de la connexion Internet aux Africains. En pratique, vu les tarifs, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'abonnés en Afrique. Par contre, ce qui est certain, c'est que ces satellites-là, qui font de la connexion Internet, pour nous, les astronomes amateurs, bon, on va dire, ça nous embête. Je vais montrer pourquoi. Et on pourrait dire, bah tant pis pour vous, quoi, trouvez un autre loisir. Mais là où c'est plus embêtant, c'est que même pour des scientifiques qui font voilà, qui font vraiment des observations, eh ben, ça les embête fortement. Et ça les embête pourquoi? Parce que quand vous prenez des photos, vous allez obtenir ce genre de traces sur les photos. Donc ça, c'est pas moi qui ai pris cette photo, je l'ai pris sur un forum qui est Webastro, ou une communauté d'astronomes amateurs. Donc ça, on va dire que c'est une photo, une pose. C'est pour ça qu'elle est noir et blanc, qu'il y a encore plein de détails dessus qui sont un petit peu moches. Mais toutes les traînées que vous voyez là, ce sont des traînées de satellites Starlink. Donc ça veut dire si vous faites une pause qui va durer 15 secondes, ben, vous allez avoir la réflexion de la lumière sur ces satellites qui va être visible. Donc ce que nous dit Elon Musk, c'est oh, c'est pas grave, mes satellites, je les ai pas en noir, donc ils sont plus visibles. Alors, c'est pas vrai. Ils sont peut-être plus visibles à l'œil nu. Par contre, sur toutes les photos, ça, ils sont bien visibles. Et puis, vous imaginez qu'il y a des programmes de recherche qui ont besoin de faire la différence entre du signal et du bruit. Donc, par exemple, pour faire la détection de météorites ou des détections de signal qui sont extrêmement faibles, signaux extrêmement faibles, et ben, s'il y a ce genre de satellites qui passent à ce moment-là, eh ben, en fait, ça leur pourrit tout le système. Donc, en fait, le Starlink serait pas un problème s'il n'y avait pas deux choses. La première, c'est que ce sont des satellites qui sont relativement bas en termes d'altitude. De mémoire, ça doit être à 300 km d'altitude, quelque chose comme ça, donc un petit peu plus bas que la station internationale, par exemple. Donc comme ils sont bas, ben, en fait ils reflètent la lumière, donc principalement au lever et au coucher du soleil. La nuit, ben, comme ils sont relativement bas, ils vont pas réfléchir cette lumière, donc c'est pas très grave. Mais, mais donc les débuts et fins de nuit en fait sont embêtants. Donc ça, l'altitude, ça va être gênant pour ça. Et l'autre problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Donc on parle de plusieurs dizaines de milliers de satellites à terme. Donc là, pour l'instant, il y en a quelques milliers, ce qui est déjà énorme. Et puis après, bah, il y a les concurrents qui s'y mettent, hein. Amazon s'y met, l'Europe a décidé qu'il fallait s'y mettre parce que c'était cool. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Pour info, par exemple, si vous observez la station internationale, donc qui passe à 450 km d'altitude à peu près, on va dire, même nous en astronomie amateur, on en fait on va dire un événement parce que c'est super joli à voir. On va avoir quelque chose de très lumineux qui va passer relativement vite hein, dans le ciel, donc même à l'œil nu c'est très joli à voir, et puis c'est cool quand on fait des sonneries d'observation. Eh, regardez ici, tac, il y a Thomas Pesquet qui est en train de passer au-dessus de nous. Mais c'est sympa parce que voilà, ça passe une fois de temps en temps, et c'est pas tous les jours. Starlink, c'est tout le temps. Voilà, tout le temps, et il y en a plein. Donc c'est un peu embêtant.
Donc on a des techniques hein, pour supprimer ça sur les photos. Faut pas non plus dire n'importe quoi et prétendre que c'est un énorme problème pour la photo amateur, hein, puisqu'il y a des façons de le faire. Mais par contre, il y a pour certains types de photos amateurs, en fait, c'est déjà foutu. Donc je donne souvent l'exemple, il y a beaucoup de photographes classiques qui font un petit peu de l'astrophoto et qui vont avoir des bons appareils photo et qui vont faire des photos de filets d'étoiles, par exemple, le soir, ou qui vont prendre des photos de nuit qui tombent, etc. Donc ça se passe souvent la nuit tombée, pile au moment où les satellites Starlink sont le plus visibles. Et bah, du coup, ça va leur mettre des traînées sur la photo. Et puis, à part Photoshop, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Nous, pour les photos en ciel profond, ce qui est embêtant, c'est vous imaginez bien que si vous faites une pause de 1 seconde, ben, vous avez grande chance de ne pas en avoir sur la photo. Par contre, si vous faites une pause unitaire de plusieurs dizaines de secondes à plusieurs minutes, voire certains font des photos de plusieurs heures, donc c'est-à-dire que l'objectif va rester ouvert plusieurs heures, et ben là vous êtes certain d'avoir des traces dessus. Et donc toutes les techniques logicielles dont je parlerai dans une prochaine session qui nous servent à éliminer ça, bah, parfois ne fonctionnent pas en fonction du temps de pause en fait. Voilà, c'était juste la petite parenthèse sur Starlink. Et puis maintenant, je vais vous parler un petit peu plus donc de ce fameux matériel pour faire de la photo et comment vous lancer un petit peu là-dedans. Donc je commence par un petit avertissement. Donc comme je disais, moi ça fait quand même plusieurs années que je fais ça. Et les photos que je vous ai montrées, vous avez vu, il y en a qui étaient plus moches que d'autres, il y en a qui étaient très bien. Euh, et euh, et c'est parce qu'il y a beaucoup d'années derrière, beaucoup de travail et beaucoup de matériel qui a été acquis au fur et à mesure. Donc c'est pas parce que je vais vous montrer du matériel là-dedans et vous dire voilà c'est ce que j'ai que il faut que demain vous décidiez d'aller acheter la même chose et vous lancer. Ça va être extrêmement frustrant pour vous si vous le faites. Si vous le faites comme ça, je sais pas, on imagine vous avez les poches sans fond et vous pouvez acheter votre matériel, vous investissez 15 000 euros, vous avez du matériel top, sans doute meilleur que ce que j'ai même. Et vous commencez à faire vos photos et vous y arrivez pas, vous vous découragez et puis vous mettez tout dans un placard, ça sera un petit peu dommage. Donc moi ma recommandation c'est plutôt de faire un petit peu comme ce que j'ai fait finalement, c'est-à-dire commencer avec le matériel que j'ai, essayer, poser un petit appareil photo si vous en avez un, et puis voir ce que vous arrivez à faire, commencer à maîtriser ce matériel-là, puis là vous allez dire bah ça y est, je commence à maîtriser ça, comment je peux améliorer? Bah là ça pourrait être bien d'aller acheter une caméra, là ça serait bien d'acheter ceci, cela, et donc d'améliorer petit à petit. On peut en plus en astronomie, il y a un marché de l'occasion qui est assez actif, donc on peut facilement trouver du matériel d'occasion, donc sans se ruiner, petit à petit revendre ce qu'on a, repasser à du matériel un petit peu plus performant, etc. etc. Et l'exemple que je donne souvent, c'est moi j'ai acheté plusieurs caméras, par exemple, je suis passé sur différentes caméras, je les ai revendues au fur et à mesure, mais à chaque passage à une caméra supérieure, c'est des nouveaux problèmes que je découvre. Parce qu'elles vont être plus fines en détail, elles vont être plus larges, le capteur va être plus grand, etc., etc. Donc on va faire apparaître des problèmes qui n'existent pas quand on a des technologies plus simples. Donc n'ayez pas peur de commencer simple, n'ayez pas peur de faire des erreurs, n'ayez pas peur de montrer des photos qui ont plein de défauts, et puis allez sur les forums, il y a des gens qui sont très très sympas et qui vont vous aider à trouver la meilleure façon d'optimiser par rapport à votre matériel. Alors, je vais commencer par les différents types de télescopes que vous allez pouvoir utiliser. Donc la première, c'est la lunette astronomique. Donc ça, c'est typiquement, c'est la lunette, c'est quand on pense télescope et quand on voit les séries télé, souvent, la plupart du temps, ce qu'on vous montre, c'est une lunette. Parce que la lunette, c'est joli, c'est facile à comprendre. D'ailleurs, j'en ai une là, je vais vous la montrer. Hop, je vais passer sur le mode plein écran. Donc voilà, ça, c'est une lunette. Donc j'en ai une que j'utilise moi plutôt en instrument de transportable, on va dire. Donc l'avantage, vous voyez, c'est que ça prend pas trop de place. Donc j'ai une valise, je mets ça dedans. Ça prend pas de place et mécaniquement, c'est relativement simple. Donc là, vous pouvez faire, si je tourne le bouton, là, vous voyez que ça s'agrandit, ça sert. En fait, c'est pour pouvoir mettre faire le focus derrière.
Donc ça ressemble à ça. Vous avez devant une lentille, au moins une, et puis derrière, donc la partie qui est ici, c'est là où on va aller mettre un oculaire pour aller regarder. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la lumière, elle arrive par là, et elle ressort par là, tout simplement. Donc vraiment au niveau design, c'est ce qu'il y a de plus simple la lunette. C'est ce qui historiquement a été fait. Voilà, Galilée, hein, c'était ça, c'était des lunettes, hein. Par contre, ce qui va être intéressant de comprendre un petit peu maintenant, c'est comment ça marche effectivement une lunette. Donc là, ce que je vous mets sur ce petit schéma, c'est vous imaginez là, le petit point rouge, c'est un photon, donc un grain de lumière, on va dire, qui arrive. Donc il arrive et puis il va passer une à plusieurs lentilles. Donc ça fonctionne exactement comme vos lunettes. C'est pour ça que ça a le même nom. Vos lunettes que vous mettez sur vos yeux, ce sont des lentilles et qui vont courber les rayons lumineux de façon à les faire arriver à un certain endroit. Donc les lunettes astronomiques, il y en a plein, plein de différents types. Et c'est tellement pas cher à construire que c'est pour ça que vous avez plein de jouets chinois, lunettes astronomiques, à pas cher que vous pouvez trouver, sauf que n'achetez jamais ça. Donc si vous avez envie d'acheter des lunettes astronomiques à vos enfants, jamais, 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 jamais. Les jouets chinois, c'est les trucs à éviter complètement. C'est pour dégoûter un gamin de faire l'astronomie, il n'y a pas mieux. Parce qu'en fait, la qualité des optiques va être minable. Le, le, voilà, ce sont ni plus ni moins que des jouets. Alors que vous allez prendre, je dirais, une bonne paire de jumelles qui va vous coûter le même prix, et ben, il va se faire 10 fois plus plaisir que à utiliser une lunette qui n'a pas de qualité des optiques. Par contre, voilà, je veux dire, si vous voulez des ordres de prix, si vous commencez à aller acheter des lunettes, pour le coup chinoises aussi, parce que c'est essentiellement les Chinois qui fabriquent tous les télescopes maintenant, hein, et ils font des très très bonnes choses d'ailleurs. Une bonne lunette, on va dire, pour débuter, on va être dans les 300 € pour avoir quelque chose de raisonnable. Et ça, voilà, ça, en fonction, vous allez en fait avoir plusieurs lentilles qui vont servir à faire des corrections de défauts. Donc par exemple, quand la lumière arrive ici, elle va continuer, et puis là on va mettre derrière l'oculaire ce qu'on va mettre ce qu'on appelle un renvoi coudé pour que ce soit plus facile pour vous pour observer, et donc on va mettre son œil au-dessus, et c'est là qu'on observe. Bah, en fonction de tout ça, en fait, la lumière que vous voyez là, l'œil qui est là, en fait, on va remplacer, quand on fait de l'astrophoto, simplement la partie oculaire qui est ici sur le schéma, en tout en bout, en sortie, on va la remplacer par votre appareil photo ou votre caméra, tout simplement. Donc c'est relativement simple, optiquement c'est facile à comprendre. En termes de photos, c'est souvent celles qui vont avoir le meilleur piqué, on va dire, souvent. Le piqué, on va dire, c'est la finesse quand vous allez observer des étoiles, c'est ponctuel, vraiment très ponctuel, très joli. Par contre, les lunettes ont des gros défauts, c'est que elles font donc les lentilles, ça coûte très cher, ça coûte très très cher comme je disais. Donc en fait, plus vous allez vouloir avoir une grosse lunette avec un diamètre important pour capter plus de lumière, plus ça va coûter cher. Et c'est pour ça qu'on trouve pas beaucoup de lunettes avec des gros diamètres. Parce que les plus chers arrivent déjà dans les 15-20 000 euros. Et ce sont des lunettes qui sont souvent japonaises d'ailleurs, avec des optiques absolument superbes. Mais elles coûtent extrêmement cher. Donc en fait, plus on va monter en diamètre, plus ça va être coûteux et en plus lourd. Donc en fait, souvent, on va plutôt partir sur un autre type de télescope, qui est le télescope de Newton. Et le télescope de Newton, là on ne part plus sur des principes de lentilles, on arrive déjà sur le principe des miroirs. Donc sur ce schéma-là que je vous ai piqué, vous voyez que la lumière, en fait, elle arrive par la droite, donc sur la partie droite de l'écran. La lumière arrive et au bout du tube, on a un miroir parabolique. Et ce miroir va concentrer la lumière et la renvoyer sur un miroir secondaire. Donc il y a un deuxième miroir qui lui renvoie la lumière à 45 degrés. Et donc on observe en fait en sortie ici avec un oculaire.
Donc la lumière, elle fait concentration au bout du miroir, elle arrive et elle ressort ici. Là encore, quand on va faire l'astrophoto, on va mettre sa caméra ou son appareil photo à la place de l'oculaire, tout simplement. Donc là, on a vraiment plus de lentilles, c'est des miroirs. Donc ces télescopes-là permettent d'avoir vraiment des super photos en ciel profond, par exemple. Et puis, en fait, il y a des choses assez sympas. Je ne sais pas si vous observez, si vous avez déjà regardé les différences sur certaines photos, mais vous allez observer que certaines photos, on va voir ce qu'on appelle les aigrettes sur les étoiles, par exemple. Donc c'est les petits traits autour des étoiles. Donc ça, typiquement, si vous voyez des aigrettes sur une photo, c'est que ça a été fait avec un télescope de Newton, parce que c'est simplement en fait un défaut optique qui se transforme en qualité esthétique sur les photos, puisque vous allez avoir, pour pouvoir tenir en fait ce miroir secondaire, eh ben, en fait vous avez des petites lames métalliques qui sont en bout du tube et qui vont obstruer en fait l'entrée de la lumière et cacher un petit peu. Donc ça va former de la diffraction et donc ces fameuses aigrettes. Donc ça c'est vraiment quelque chose de typique des télescopes de Newton sur l'astrophoto, on va voir ça. Moi sur les photos que j'ai, vous avez peut-être remarqué que j'ai pas d'aigrette sur les photos. Sauf sur les photos, les étoiles les plus lumineuses, et je pourrais expliquer à la limite pourquoi. Mais sur la plupart des étoiles, je n'ai pas de traces de diffraction. Donc là encore, ce qui va importer, c'est le diamètre. Plus le diamètre est grand, plus vous allez pouvoir euh, faire donc de résolution de détail, et plus vous allez capter de lumière, et plus vous allez encore une fois pouvoir réduire vos temps de pause. Par contre, un miroir, encore une fois, c'est lourd, c'est gros, c'est encombrant. Et donc plus on va grandir la partie miroir ici, plus aussi il va falloir que le tube soit long. Et donc là, on va vite avoir des problèmes de taille en fait et de poids. Donc on passe sur un autre type de télescope, souvent pour l'observation purement visuelle, qui est un dérivé de ça, qui s'appelle les télescopes Dobson. Donc c'est exactement la même partie en optique, c'est le tube exactement pareil, sauf qu'en fait c'est posé par terre sur une monture qui est très très simple. Et là pour le coup je vous ai mis celui-ci parce que c'est le premier télescope Dobson que j'ai eu, et c'est le premier télescope un petit peu sérieux que j'ai eu, et qui était absolument extraordinaire en visuel. Ça coûte, on va dire, d'occasion, vous pouvez en trouver entre 5 et 700 euros. Pour le diamètre que j'avais, donc qui est un diamètre de 254 mm. Et le tube fait 1,20 m de long, pour vous donner une petite idée de l'encombrement que ça prend. Donc ce genre de télescope Dobson, c'est l'ami absolu de tous ceux qui font du visuel. Et là, on va pouvoir avoir des télescopes qui ont des diamètres phénoménaux, même en amateur. Vous pouvez avoir du 300, donc du 30 cm de diamètre, jusqu'à 500. 500, donc c'est vraiment énorme. 50 cm, vous allez avoir des images à l'œil nu, absolument extraordinaires. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'en visuel, euh, souvent c'est décevant, bah là quand vous observez dans un télescope de Dobson de 40 à 50 cm de diamètre, je veux dire que vous en prenez plein les yeux. C'est absolument superbe. Mais pour faire l'astrophoto, c'est pas top parce que en fait, bah, vous voyez que c'est très très simple au niveau de la monture, donc c'est posé et puis il faut faire le suivi à la main. Donc c'est juste impossible, on peut pas faire de longues pauses avec ce genre de choses. Donc moi le type de télescope que j'ai, c'est encore un autre type qui s'appelle les Schmidt-Cassegrain, qui est un petit peu un compromis entre la lunette et le Dobson. Le gros avantage, c'est l'encombrement, on va dire qu'il est beaucoup plus court le tube. Et on va pouvoir faire des photos à la fois en planétaire et en ciel profond, hein, donc un petit peu les deux. Donc le principe du Schmidt-Cassegrain, c'est que la lumière en fait arrive toujours par donc l'extérieur ici sur la gauche. Là, on voit une espèce de vitre. En fait, c'est ce qu'on appelle ici une lame de Schmitt. Donc c'est une lame qui sert à faire des corrections optiques. Mais derrière, en fait, on va avoir un miroir, encore une fois, qui va refléter la lumière sur un miroir secondaire, mais au lieu de renvoyer à 45 degrés, en fait, il renvoie au fond. Et quand il renvoie au fond, en fait, le miroir est percé au milieu. Donc
Ça, c'est quelque chose qui est assez, qui surprend souvent quand j'explique comment ça fonctionne. C'est-à-dire, il y a un trou au milieu du miroir, mais on arrive quand même à avoir des images assez, assez détaillées. Et donc, oui, effectivement, on arrive à avoir des belles images. Et l'obstruction, donc ce qu'on appelle l'obstruction, c'est la partie ici. J'ai un miroir qui gêne la lumière, donc qui va bloquer une partie de la lumière. Et puis j'ai ce trou au milieu. Mais ces deux choses-là, en fait, ne sont pas gênantes pour faire de l'observation, et ni pour faire de la photo. Donc là, on met son œil, au lieu de mettre sur le côté pour un Dobson ou un Newton, donc là on met l'œil au-dessus, ben là l'œil il est vraiment derrière, comme sur une lunette. Donc encore une fois, quand on va faire la photo, ben, on va remplacer l'œil par la caméra, si je simplifie les choses. Donc là, je vous ai parlé des parties montures. Alors oui, je vous ai pas dit, mais il existe d'autres types de télescopes. Là, je vous ai mis les principaux, ceux qu'on trouve le plus facilement sur le marché, on va dire. Il en existe d'autres. Euh, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Mais je vous ai pas parlé du tout de l'aspect monture. Donc l'aspect monture, c'est quelque chose qui est quasiment le plus important en fait, avant le tube en termes de photos du ciel profond. Alors, pourquoi? Ah, parce que la Terre, elle tourne. Donc j'ai bien vu ta question tout à l'heure. Et je voulais pas y répondre tout de suite, parce que justement j'en parle là. Donc la Terre tourne. Alors même pour les platistes, je pense que la Terre tourne. Je sais pas. Enfin en tout cas, voilà, la Terre tourne sur elle-même. Le ciel, lui, ne tourne pas. Donc en fait, ce que le mouvement apparent que vous voyez sur la voûte céleste, eh bien, il va bien falloir le compenser. Et donc pour le compenser, on utilise des montures, différents types de montures. La plus simple et historiquement la première, c'est les montures de type azimutal. Donc là j'ai pris une illustration d'un document de la Cité des Sciences qui explique un petit peu le fonctionnement de ce genre de monture. En fait c'est une espèce de fourche, simplement, qu'on va coller autour du tube. Et donc vous avez deux mouvements possibles. Le premier c'est au bas, et le deuxième c'est tourner sur les côtés. C'est tout bête. Donc là, ça fonctionne relativement bien. Et quand je vous ai montré tout à l'heure le télescope de Dobson, c'est exactement ce type de monture. C'est une monture azimutale, mais qui est posée au sol. Donc elle n'a pas de trépied, elle est juste au sol. Et donc là, on monte et on descend. C'est tout bête. Donc les avantages de cette monture-là, c'est que c'est relativement intuitif en fait. Et puis pour chercher des objets dans le ciel, c'est super simple. On a juste à savoir quoi chercher, et puis on se déplace, on regarde, et on trouve. Par contre, pour faire de la photo, c'est pas ultra pratique. C'est pas ultra pratique parce que il va y avoir ce qu'on appelle un phénomène de rotation de champ. Donc, comme la Terre tourne sur elle-même et que son axe en fait est penché, bien, quand nous on fait simplement du vertical et horizontal, et bien en fait on ne peut pas compenser cette rotation de la Terre. Donc le suivi est possible même à la main. Et puis moi j'avais une monture azimutale, j'ai commencé donc à faire de la photo un petit peu ciel profond avec une monture azimutale qui était motorisée, donc qui faisait du suivi automatique, mais il y avait quand même ce problème de rotation de champ. Donc qui fait que c'est pas super adapté finalement à l'astrophoto. Donc le plus simple pour faire de la photo, c'est pas d'utiliser ce type de monture, et ça va être plutôt de partir directement sur des montures qu'on appelle de type équatorial. Et donc celles-ci sont plus adaptées parce qu'elles vont en fait nécessiter un petit peu plus de travail quand vous allez préparer votre session d'observation, votre session photo. Donc elles vont demander plus de travail parce qu'en fait, comme vous voyez sur ce schéma, elles sont entre guillemets penchées. C'est-à-dire que le tube du télescope va se poser sur cette partie, mais après, en fait, on va avoir la monture qui est orientée et suit l'axe de rotation de la Terre. Donc on va aligner l'axe de la monture avec celui de la rotation de la Terre, donc ce qui veut dire qu'on va pointer la monture vers le nord céleste, pointer la monture vers le nord, régler la latitude,
Donc ça, c'est la phase qu'on appelle la mise en station. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a orienté et réglé notre monture, et ben l'énorme avantage que ça va, c'est que le suivi d'un objet va juste nécessiter de tourner dans un seul axe. Donc en fait, on va compenser la rotation de la Terre qui va être comme ça, en tournant dans l'autre sens. Donc on compense la rotation. Donc il suffit de tourner dans un sens. J'espère que c'est relativement clair mon explication. Mais voilà, le principe est relativement simple. Encore une fois, il existe des montures équatoriales motorisées et il existe des montures équatoriales manuelles. Donc celle qui est ici, en fait, elle est manuelle, ça se voit parce qu'il y a comment on appelle ça? Les boulons, j'en sais rien. Les petites poignées là que vous voyez qui servent à faire ce suivi, mais à la main. Donc évidemment, si vous faites du suivi à la main pour faire de la photo, c'est un peu compliqué. Donc de toute façon, quand je parle d'astrophoto, on va dire on part à 95%, les photos sont faites, enfin 99% même, avec des montures qui sont motorisées. Donc les avantages de cette monture, eh bien, c'est que le suivi, pour le coup, même à la main, si vous avez une monture manuelle, c'est extrêmement simple à faire. C'est totalement adapté à l'astrophotographie, puisque justement on va être capable de faire du suivi et donc de faire des pauses longues. Les autres avantages, c'est que suivant votre matériel, en fait, il y a plein de montures disponibles sur le marché qui vont de quelques, on va dire, quelques centaines d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais en fait, le prix dépend de deux choses. Essentiellement, on va dire, il dépend de la charge que vous allez mettre dessus. Plus vous allez mettre du gros matériel, plus ça va être cher, simplement. Ça va dépendre aussi de la qualité du suivi, ce fameux qualité de suivi. C'est-à-dire que toutes les montures, quelles qu'elles soient, elles ont des erreurs. On va parler d'erreurs périodiques, on va parler de ce genre de choses. Il y a des jeux dans les mécanismes, etc., etc. Donc toutes les montures ont des erreurs qui font que c'est pas forcément simple à suivre sur une longue durée. Et donc les montures les plus chères vont être capables de faire un suivi pendant des très très longues périodes de temps sans avoir besoin de faire la moindre correction. Donc c'est pour ça qu'elles sont relativement chères. Vous allez aussi avoir des montures qui vont être capables de faire du suivi de satellites pour le coup, ce genre de choses. Donc il y a vraiment de tout. Donc le choix est énorme en fonction de votre budget, mais surtout en fonction du matériel que vous avez tout simplement. Ça a quand même un certain nombre d'inconvénients. Les premières fois que vous utilisez une monture équatoriale et que vous devez aller pointer un objet, c'est pas naturel du tout. Puisqu'en fait on doit tourner dans un sens, puis tourner dans un autre, et en fait la rotation, parfois l'objet peut être juste un petit peu à droite, mais vous devez complètement changer l'orientation de la monture pour réussir à le pointer. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'il faut connaître. Et puis il y a un autre problème qui se pose quand on fait de la photographie notamment, c'est que notamment sur les monteurs équatoriales qu'on appelle allemandes, c'est pas le cas de toutes les monteurs équatoriales, mais en tout cas sur celle-là, en fait il y a des contrepoids, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et en fonction de la position, quand on va arriver à traverser donc le méridien qui va être une ligne imaginaire dans le ciel qui sert à séparer nord et sud, quand on arrive à traverser donc ce méridien, en fait on est obligé de faire un retournement de la monture pour éviter que les contrepoids aillent taper dans la monture par exemple. Donc voilà, c'est des choses à savoir, mais encore une fois il y a des solutions pour ce genre de problème. Voilà, donc là j'ai terminé un petit peu sur la partie générique du matériel astrophoto, les différents types qui existent et les différents types de montures qui vont vous servir à faire. Et puis là on va faire un petit peu de maths pour répondre à deux questions. Combien de fois ça grossit? Et donc ça c'est la première question qu'on me pose souvent. Et puis l'autre c'est en fait c'est quoi la taille de ce que je vois? Donc en astrophoto, même en astronomie tout simplement, même en visuel, un des
une des mesures qu'on utilise pour un instrument, c'est comme en photographie classique, ça s'appelle la focale, et qui, en visuel, en gros, va vous permettre de déterminer le grossissement possible que vous allez faire. Donc moi j'ai un instrument qui a 2350 mm de focale, donc 2,30 m de focale. Et je prends un exemple ici, si je mets derrière un oculaire qui lui va faire 10 mm de focale, eh bien on va pouvoir faire une opération simple qui est une simple division, donc 2350 divisé par 10, et ça va me donner le grossissement. En gros je vais grossir 235 fois un objet. Donc en visuel en fait c'est assez simple à comprendre, la focale, plus vous avez un instrument avec une focale longue, plus il va être capable de grossir, mais moins le champ visible va être grand, forcément. Donc ça, une grande focale, c'est ce qu'on cherche typiquement quand on fait de la photo planétaire ou quand on fait de l'observation planétaire. Plus la focale est grande, plus on va pouvoir grossir, et comme les planètes sont relativement petites, on va chercher une très longue focale. Parfois, et moi c'est mon cas, on va plutôt chercher à faire l'inverse, à réduire la focale. Donc, réduire la focale, on va chercher à moins diminuer, et l'intérêt, ça va pouvoir faire rentrer des objets plus grands dans le champ. Donc en fait, on a du matériel qui nous permet de grossir, enfin d'augmenter ou de diminuer la focale. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, visuelle. Mais en fait, quand on parle d'astrophoto, le grossissement, ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens, le grossissement. On parle toujours de focale, mais par contre, au lieu de parler de grossissement, on va parler de quelque chose qui s'appelle l'échantillonnage. Alors c'est quoi l'échantillonnage? L'échantillonnage, pour faire simple, ça va être la proportion de ciel que vous voyez par pixel. Donc sur un capteur que vous allez mettre, donc un capteur de photo, il y a des pixels, et ces pixels ils font une certaine taille, et on va essayer de savoir, en fait, il a capté quelle portion du ciel, ce truc-là. Donc pour le calculer, il y a des formules, donc là c'est une formule simplifiée, et donc là je reprends mon télescope à 2350 de focale, j'ai une caméra qui a des pixels de 375 micromètres, et bien avec cette formule, je suis capable de dire que la résolution, donc l'échantillonnage que je peux obtenir, c'est 0,32 secondes d'arc par pixel. Mon deuxième exemple, c'est une focale à 570 mm, qui est celle que j'utilise le plus souvent. Et pour le coup, donc on va voir qu'en fait j'ai 1,35 secondes d'arc par pixel. Donc en fait, on voit bien que là, je vais avoir des détails beaucoup plus petits qu'ici. Donc sur un pixel, je vais voir une région du ciel plus large, avec une focale plus petite. Donc encore une fois, il y a des moyens d'augmenter et de diminuer cette focale, et moi je les utilise. Mais cet échantillonnage, c'est vraiment ce qui est le plus important en astrophoto. Les 0,32 que vous voyez là, c'est, on va dire, la limite théorique de l'instrument. C'est ce qu'il est capable de produire en théorie. En pratique, on n'y arrive jamais. Jamais, c'est quasiment impossible, sauf avoir un ciel absolument parfait, être dans une nuit noire absolue, sans turbulence atmosphérique. Sinon, vous n'obtiendrez jamais cette qualité. En fait, l'atmosphère va limiter très fortement la quantité de détails que vous êtes capable de voir. Et donc, par ici, par exemple là où j'habite, c'est extrêmement rare de descendre en dessous des 1 seconde 5 d'arc en termes de capacité de détail visible. 1 seconde 5. En ville, c'est encore moins, clairement. Donc on va avoir moins de détails. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien d'essayer de zoomer le maximum possible sur un objet si on n'a pas en fait une caméra avec des tailles de pixels adaptées. Parce que en fait ça va vous faire des gros pâtés. En fait, vous allez avoir une caméra qui vous sert à rien, dont la sensibilité va vous servir à rien. Pour vous donner un petit peu des ordres de grandeur sur ces histoires de secondes d'arc, etc., je vous donne un petit peu quelques ordres. Voilà. Donc, si on prend la Lune, on va pas parler en secondes d'arc, on va parler en minutes d'arc pour le coup, et ça fait à peu près 31 minutes d'arc. Donc 1800 et quelques secondes d'arc.
Et en fait, grâce à cette formule d'échantillonnage qui est là, et bien si je connais en fait la taille apparente d'un objet et que je connais l'échantillonnage, je suis capable de dire combien de pixels ça va prendre sur ma photo. Donc on est capable d'anticiper et se dire bah tiens, est-ce que l'objet va tenir sur ma photo ou pas? Parce que on va dire ça fait 1380 pixels et mon capteur il en fait je sais pas 4000 de large, bah tiens ça rentre. Si je prends Jupiter, c'est 35 secondes d'arc. Donc ça ne fera plus que 26 pixels si je prends 570 mm de focale, et puis à peu près 100 pixels de large à 2350. Donc 100 pixels de large, c'est pas grand chose, hein. Donc c'est pour ça que si vous avez une caméra avec des tout petits pixels et que vous avez une focale qui est pour le coup relativement grande à 2350, en fait on va chercher à encore augmenter cette focale, donc à la passer par exemple x2 ou x3, suivant la qualité du ciel encore une fois, pour obtenir une image qui va être plus grande, donc qui va faire 200, 300, 400 pixels de large, mais pas plus. Au-dessus, en fait, personne ne va y arriver parce qu'on n'aura jamais la qualité de ciel euh, qu'il faut, ou alors pas simplement les caméras qu'il faut. La galaxie d'Andromède, donc que j'ai pris en photo tout à l'heure, elle est extrêmement grande. On va pas, donc 190 minutes d'arc de large à peu près. Donc c'est 12 fois la Lune. Donc quand vous regardez la Lune le soir et que vous la voyez bien, vous imaginez à peu près en surface, hein, c'est 12 fois la surface de la Lune visible. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est relativement grand. Donc ça veut dire que à l'œil nu, vous pouvez voir la galaxie d'Andromède. Alors, pas à Lyon, pas à Paris, et même chez moi, c'est compliqué. Euh, Voir la galaxie d'Andromède à l'œil nu, c'est compliqué. Donc le plus simple pour essayer de le voir, c'est une nuit sans lune, et essayer de... Voilà. Vous pouvez prendre un logiciel comme Stellarium qui est très bien fait, qui va vous faire la carte du ciel, qui va vous dire où elle est. Donc en ce moment, c'est plus le matin qu'il faut regarder, enfin on va dire avant le lever du soleil. Euh, L'été, c'est plus facile de l'observer le soir, mais c'est possible de l'observer à l'œil nu. Si vous avez de bons yeux, vous pouvez la voir. La nébuleuse d'Orion, c'est aussi une très grande nébuleuse qui fait 4 fois la surface de la Lune. Euh, donc c'est pour ça que en fait je dis souvent quand on me pose la question de combien de fois tu grossis, en fait en astrophoto la plupart du temps on s'en moque de ce critère-là parce que énormément d'objets sont très grands, très très grands, beaucoup plus grands que ce que vous pensez. Et donc il n'y a pas besoin de zoomer. Les choses où vous allez faire besoin de zoomer, en fait il y en a quelques-unes, donc là je zoomais. Là, par exemple, c'est 1/10 de la surface de la Lune, la nébuleuse planétaire M57, qui est une nébuleuse, encore une fois, c'est une étoile morte, qui a explosé, qui a éjecté son gaz, et donc quand on l'observe l'été, elle est magnifique, mais elle est toute petite, donc là, il faut zoomer pour aller la voir. Et puis les dentelles du cygne que je vous ai montré tout à l'heure, là, c'est gigantesque, ça fait 40 fois la surface de la Lune. Là, pour le coup, à l'œil nu, vous la verrez pas. Ça va être trop compliqué, mais par contre, même avec un télescope relativement modeste, c'est totalement visible à l'œil nu, aucun problème. Encore une fois, ça dépend de la qualité du ciel. Et puis là, je voulais vous donner un dernier ordre de grandeur, et puisqu'on parle de photos, quand on parle de photos, on parle aussi de Hubble. Donc ça, c'est une photo qui a été prise en 2004 par Hubble. Et sur cette photo, on voit à peu près 3000 galaxies. Alors, je vous demande pas de les compter, mais faites-moi confiance, il y en a à peu près 3000. Elle correspond à quoi, en fait, cette surface-là? Eh bien, c'est là que c'est mind-blowing. Vous prenez une aiguille à coudre, vous la tenez à bout de bras, vous regardez, le trou, c'est ça. Donc dans un trou là, vous avez 3000 galaxies visibles. Donc ça fait partie des choses qui me font rêver dans l'astrophoto, c'est que ça invite à beaucoup d'humilité. Euh, Parce que 3000 galaxies sur si peu, c'est juste énorme. Dernière chose de théorie sur laquelle je voulais parler, c'est ce qu'on appelle l'ouverture. Donc j'ai fait exprès de pas en parler jusqu'ici, mais c'est quelque chose que vous allez entendre parler tout le temps en fait en astrophoto. L'ouverture du télescope, c'est quoi? Mais en fait, c'est pour ceux qui font de la photographie de base, c'est le même principe. L'ouverture, elle va jouer sur la quantité de lumière
Euh, donc en photo, en fait, ça va faire, photo classique, l'ouverture va plutôt servir à faire des effets de flou, ce genre de choses. Mais en astrophoto, ça va avoir un aspect extrêmement important pour la taille du champ qu'on va photographier et la quantité de lumière qu'on va être capable de capter sur une quantité de temps donnée. Donc, par défaut, moi, mon télescope, par exemple, a une focale, une ouverture, pardon, qu'on appelle du f sur 10. Donc c'est parce que justement, il a 2350 mm de focale et le diamètre fait 235 mm. Donc il y a un rapport de 10 entre le diamètre et la focale. Et donc ça nous fait du f sur 10. Attention, il ne faut pas le prendre une généralité, c'est pas toujours le cas. Tout ce qui a des miroirs ne veut pas forcément dire que le rapport focal se calcule comme ça, hein. Et là, c'est le cas. Donc là, quand on a un rapport focal à f sur 10 comme ça, en fait, quand vous prenez une photo, eh bien en fait, on va pas capter énormément de lumière. On va avoir quelque chose qui va être relativement sombre et on va avoir un champ assez limité. Donc, quand je parlais de photographie, par exemple, M57, donc qui est cette fameuse nébuleuse planétaire qui est toute petite, euh, enfin toute petite, tout est relatif, hein, il y en a des beaucoup plus petites à photographier. Et bien là, voilà, typiquement, c'est ce genre de focale qu'on va essayer d'utiliser, mais par contre, comme c'est tout petit et qu'il va falloir poser très longtemps, on a intérêt d'avoir un suivi nickel. Vraiment nickel. Sinon, en fait, ça va bouger, ça va baver, et on va avoir des photos moches. Un des avantages, c'est que encore une fois, la collimation, donc l'alignement des optiques, quand on est sur du f sur 10, là, c'est relativement simple à faire. Après, vous allez voir la plupart des instruments, donc de type Newton, vous allez avoir des focales qui vont être de l'ordre de 5, 6. Là, c'est vraiment le compromis idéal pour faire du planétaire, du ciel profond. C'est quelque chose qui est relativement lumineux, on va avoir des temps de pause qui sont raisonnables, et l'encombrement du télescope va être aussi raisonnable. Donc là, si vous ne savez pas trop quoi prendre, des instruments qui sont sur des focales de f sur 5, c'est pas mal. F sur 4, c'est vraiment un instrument qui va être plus dédié pour le coup à faire du ciel profond. Donc là, on va avoir un champ un petit peu plus large, essayer de capter plus de lumière plus vite. Donc ça, c'est vraiment typique des gens qui veulent se spécialiser en ciel profond, on va dire. Et puis, moi, je fais de la photo à f sur 2, des brouettes, entre 2,1 et 2,2. Donc là, c'est de la photo qu'on appelle extrêmement rapide, donc c'est-à-dire que c'est un véritable puits à lumière. Ça capte une quantité de lumière phénoménale en très peu de temps, mais ça a des gros inconvénients en termes de technique. Faire donc la mise au point devient compliqué et faire l'alignement des optiques devient compliqué aussi. Il y a aussi plein de défauts qui deviennent visibles sur l'image qu'on ne verrait pas sur des focales plus petites, des déformations sur les bords de champ, ce genre de choses. Donc là, c'est typiquement ce qu'on appelle des astrographes, donc c'est des instruments qui sont dédiés à faire de la photographie ciel profond, mais rapidement. Alors pourquoi moi je fais ça? Pourquoi j'ai choisi ce genre de choses? Je vais vous l'expliquer un petit peu quand je vais vous montrer mon instrument juste derrière, en tout bien tout honneur. Euh, je fais ça parce que en fait j'ai pas beaucoup de nuits disponibles par ici. On n'est pas en Bretagne, hein, mais il y a quand même beaucoup de pluie. Là par exemple de l'hiver, j'ai pas sorti mon télescope. C'était une catastrophe. Soit il y avait tout le temps des nuages, soit il flottait. Donc j'ai pas beaucoup de nuits disponibles. Donc quand j'essaie de faire la photo, j'essaie de faire le plus rapidement possible avec le peu de temps que j'ai. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Mais sinon, il y a des gens qui vont être capables d'enchaîner et faire des photos, où on va prendre une photo sur plusieurs nuits, par exemple. Donc ça, si on a la capacité, c'est très bien. Du coup, ce genre d'instrument devient moins intéressant. Alors, maintenant, voilà, je vais essayer de montrer un petit peu ce que moi j'ai et ce que j'utilise pour faire mes photos. Donc, comme je vous disais, le plus important, enfin, quasiment le plus important, avant de parler du tube, c'est la monture. Donc la monture, évidemment, donc moi je suis sur une monture de type équatorial. En fait, c'est une monture hybride qui peut être mise soit en équatorial, soit en azimutal. Elle fait les deux. Je l'ai pas choisi pour ça, je l'ai choisi parce que c'est une monture chinoise qui est extrêmement réputée,
qui a un excellent rapport qualité-prix. Donc c'est la AZ EQ6 Pro. Et en fait, elle a un très bon suivi, elle est capable de tenir la charge donc du tube, elle peut être pilotée par ordinateur, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et donc il fallait simplement que j'ai une monture qui permette de tenir la charge. Euh, et donc pour l'anecdote, en fait, avant j'avais pas cette monture, j'avais une monture à fourche. Donc mon tube que vous voyez légèrement au-dessus là était monté sur une monture à fourche. Et donc j'avais les problèmes de rotation de champ dont je vous parlais. J'ai fait plein de photos avec, que vous pouvez retrouver encore sur mon Astrobin. J'étais très content, mais et au bout d'un moment ça devient compliqué, ça devient lourd, et donc j'ai démonté le tube, je suis passé sur une monture de ce type-là. Et donc le tube il ressemble à ça. Donc c'est un Celestron C9 là. Et donc là vous voyez une autre vue de ce qu'on voyait tout à l'heure, donc avec la partie lame de Schmitt devant, donc la petite lame en verre. Et puis derrière, les optiques. Donc là, c'est typiquement un oculaire que vous voyez derrière. Donc ça, c'est quand on est en visuel. Donc le tube, il ressemble à ça. Et donc voilà, c'était ça que j'avais avant. En fait, quand j'ai acheté ce matériel-là, j'avais le tube monté sur une monture qui était entièrement motorisée, qui était capable de faire du suivi, donc suivre automatiquement l'objet, qu'il faisait relativement bien, même très bien. Mais par contre, j'avais ce problème de rotation de champ qui rendait le suivi de longue durée impossible, tout simplement. Parce qu'en fait, ça fait des filets d'étoiles sur les photos longue pause. Donc pour compenser ça, en fait, entre la fourche et le trépied, j'avais mis ce qui s'appelle une table équatoriale, qui permettait de convertir plus ou moins ça en équatorial. Très très compliqué, très lourd, euh, il fallait être patient, donc c'est pour ça au bout d'un moment j'en ai marre. Donc j'ai démonté tout ça, j'ai revendu la fourche, j'ai trouvé quelqu'un qui était intéressé à l'acheter, et donc j'ai acheté cette monture équatoriale. Après la partie du dessus, ça va ressembler à ça. Donc là c'est vraiment moi le tube monté avec plein de câbles et tout, je vais expliquer à quoi ça sert. Et ça ressemble à ça. Donc là la partie, le petit bandeau que vous voyez ici, ça sert simplement, c'est pour la buée, éviter que la buée ne s'installe, donc on va chauffer, c'est une résistance chauffante, juste pour info. Donc, euh, moi je fais quasiment exclusivement maintenant de l'astrophoto, je ne fais plus de visuel, quasiment plus. Donc c'est vrai que parfois je suis embêté quand on me demande de faire des soirées astronomie, tout ça chez moi, parce que en fait, il faut que je démonte tout si je veux faire du visuel. C'est faisable, hein, c'est pas super embêtant, mais, mais en fait mon tube il est entièrement monté pour faire de la photo. Donc je ne fais quasiment plus de ça. Donc ça veut dire que j'ai tout ce genre de matériel qui est monté au-dessus. Et donc je vais faire un petit peu de détails sur ce à quoi ça sert. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de focale et de façon de réduire la focale ou d'allonger la focale. Et bien là, typiquement, en fait, moi mon matériel, un des avantages et une des raisons pour lesquelles j'avais choisi ce modèle-là, c'est que j'ai deux façons d'utiliser mon télescope. J'ai une façon avec un réducteur de focale ici à l'arrière euh, qui va permettre d'obtenir des photos plus rapides. Donc je vais passer d'une ouverture de f sur 10 à du f 6,7. Donc on n'est pas encore extraordinaire, mais c'est déjà énorme en temps de pause, ce qu'on va pouvoir faire, et ça va permettre d'augmenter le champ. Et donc en fait ici j'ai une énorme lentille qui sert à faire ça. Donc ça c'est un réducteur de focale. Ça, je vais pas vous expliquer tout de suite à quoi ça sert, mais en gros c'est un prisme qui sert à renvoyer de la lumière par ici. Derrière, j'ai des tubes d'allonge et puis une caméra dont je vais parler un petit peu plus tard. En fait, la distance qui est là, elle est super importante. Donc la distance entre le tube et le capteur de la caméra, il est très important de le respecter puisque c'est ça qui va garantir que votre image ne sera pas déformée par des aberrations optiques, voilà. Parce qu'en fait, si vous avez déjà fait de l'optique et vous vous souvenez de l'optique au lycée, ben, en fait, quand vous utilisez des lentilles, quand vous utilisez même un miroir parabolique, etc., vous allez avoir un point focal qui va se trouver à un endroit précis.
eh bien il faut être au point focal pour avoir la meilleure image possible. Donc ça c'est la première façon d'utiliser mon télescope. Donc le réducteur de focale qui est ici, le guideur en axe qui est là dont je ne parlerai pas aujourd'hui, et puis les tubes d'allonge et la caméra. Donc là ça permet de passer de f sur 10 à f6.7, le champ est plus grand et on peut faire des temps de pause de plusieurs minutes, ça se passe relativement bien. Mais le deuxième setup que j'utilise le plus souvent, c'est ce qui s'appelle le Hyperstar. Donc là, ça va être assez rigolo. Donc là, vous voyez, j'ai pris une photo de devant, c'est vraiment mon télescope. Vous voyez au fond le miroir, et le fameux trou derrière, je sais pas si on le voit un petit peu, où la lumière repart. Mais ce qu'on a devant, c'est le miroir secondaire. Et en fait, ce miroir secondaire, on peut l'enlever. Et on peut le remplacer par un matériel qui s'appelle Hyperstar, donc qui est fait par une société américaine. Et à l'intérieur, en fait, vous avez une lentille. Et donc en gros, on enlève le miroir, et la lumière, au lieu de partir vers l'arrière, si vous vous souvenez, donc le miroir du fond renvoie vers l'avant, et le miroir renvoie vers l'oculaire à l'arrière. Ben là, comme on supprime le miroir, la lumière va passer en fait à travers la lentille qui est devant. Et en faisant ça, en fait, la caméra, au lieu de se retrouver derrière le télescope comme tout à l'heure, elle se retrouve devant. Donc c'est la grosse différence. Et là encore, vous allez dire, ah, c'est bizarre d'avoir le truc devant. Effectivement, c'est bizarre. Et ça me cache de la lumière, ça enlève de la lumière, ça fait de l'obstruction, oui. Mais encore une fois, ça n'est pas gênant. C'est pas gênant pour les photos, sur des diamètres de ce genre-là, ça ne pose absolument aucun problème. Puisqu'en fait, la quantité de lumière que l'on va capter dépend essentiellement du diamètre, et que sur le diamètre, la surface au centre, elle est relativement faible par rapport à la surface qui reste, elle, à capter de la lumière. Donc on a une obstruction, ça fait des défauts, mais c'est complètement gérable. Et donc quand j'utilise ce mode-là, en fait, le gros avantage, c'est que je passe de ce fameux f sur 10 à f de 2. Donc là, j'ai un champ qui va être très grand, ça va être très lumineux, mais j'ai les problèmes dont j'avais parlé tout à l'heure, de focus et de reflets, ce genre de choses qui vont arriver très très rapidement et dont les images vont être extrêmement sensibles. Mais, ça fait des photos qui sont vraiment très belles pour le coup quand elles sont réussies. Voilà. Donc après, je vous montre une photo vue du dessus de tout ce qui est installé sur le télescope quand je fais de la photo. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert tout ça. Encore une fois, vous dites pas que vous avez besoin de tout ça pour faire de la photo. C'est pas vrai. J'ai commencé, j'avais rien de tout ça. La seule chose que j'avais, c'était le tube et j'ai quand même acheté une caméra, une première caméra. Mais c'est tout. Tout le reste, là que vous voyez là, je n'avais pas ça. Donc le premier appareil que vous voyez dessus, qui est juste là, s'appelle le StarSense. Donc ça c'est un truc spécifique à Celestron. C'est un système qui est assez sympa, que j'utilise assez rarement parce que c'est plus pour quand je déplace mon télescope et que je vais dans un endroit que je maîtrise pas, et donc du coup j'ai plus de mal à m'orienter moi en regardant le ciel. Ça va en fait aider la monture à se régler automatiquement. C'est-à-dire que ça va prendre des photos du ciel et elle va se calibrer automatiquement. Elle va aller se pointer vers un endroit, prendre une photo du ciel, analyser les images, être capable de trouver que ça c'est telle et telle étoile, prendre une deuxième photo un petit peu plus loin, s'orienter, tac, et puis en faisant plusieurs photos comme ça, elle va être capable de se calibrer. Donc capable de trouver toute seule après les cibles. Donc ça sert à ça, tout simplement. Là où ça va être plus intéressant, et c'est quasiment la deuxième chose la plus intéressante à acheter à mon sens, c'est commencer à faire donc ce qu'on appelle de l'autoguidage. Alors à quoi ça sert l'autoguidage? Encore une fois, je simplifie les choses, il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Si vous avez des questions plus tard, si vous voulez que je refasse des sessions spécifiques sur des sujets que vous avez entendus aujourd'hui, faut pas hésiter à me demander. L'autoguidage, ça va servir à compenser les défauts de suivi de la monture. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, suivant le prix de votre monture, suivant la qualité de votre mise en station, donc comment vous avez bien pointé l'étoile polaire, etc., en fait, vous allez avoir, que vous le vouliez ou non, une petite déviation de l'image. Ça va pas faire le suivi parfait. Le but
de ce montage-là, c'est d'avoir une lunette, pour le coup astronomique, donc la même type de chose que je vous ai montré tout à l'heure, mais en plus petit, une lunette avec derrière une autre caméra, et cette deuxième caméra va prendre des photos du ciel, observer les étoiles qui sont là, et calculer, donc faire je sais pas, en fait, je saurais pas vous expliquer comment ça marche, mais ça marche très bien. Ça calcule la déviation de votre monture par rapport à ce que vous êtes censé voir. Donc ça va trouver que le pixel, hop, il se décale de 1 pixel toutes les X secondes. Donc il va falloir envoyer des impulsions de correction à la monture pour qu'elle se réaligne bien et le faire de manière régulière. Donc ça permet de compenser les défauts de suivi. Et donc c'est ça qui va permettre de passer de photos de pause de quelques secondes à plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes, voire quelques heures de pause. Euh, Moi je fais jamais de photos de plusieurs heures de pause pour plein de raisons, mais mon setup le demande pas. Mais, euh, mais voilà, ça permet de faire ça. Donc ça c'est extrêmement important. Sans ça, les temps de pause devraient être beaucoup plus réduits. Ce qui pose pas forcément problème suivant les cibles, les temps de pause réduits, mais parce qu'avec le logiciel, encore une fois, dont on parlera une autre fois, on peut faire des choses sympas avec des temps de pause courts, mais on essaye en règle générale en astrophoto de faire les pauses les plus longues possibles, mais quand je dis ça, il faut le prendre avec des pincettes, c'est le plus long possible étant donné la qualité du ciel dont on dispose. Ensuite, ici j'ai un focuseur, je sais pas qu'on dit en français, quelque chose qui sert à faire la mise au point. Donc c'est juste le boîtier de contrôle, et je vais revenir en arrière sur une photo que j'avais pour vous montrer. Hop, ici. Donc ici, vous avez un petit boîtier qui est relié en fait à mon télescope, et ce boîtier-là remplace une molette qui normalement tourne à la main pour faire la mise au point. Donc sur mon télescope, en fait, la mise au point se fait en tournant une molette et ça fait bouger le miroir qui va faire sa mise au point. Donc qui va permettre de faire la mise au point. Mais en fait, moi maintenant, tout est mécanisé, donc tout est piloté. Et la mise au point se fait par un moteur. Donc j'utilise un moteur, ce qui permet d'obtenir une mise au point beaucoup plus fine. Encore une fois, c'est super important avec mon setup Hyperstar, ce que je vous disais. Si c'est pas ultra fin, on obtiendra des photos qui vont être floues, qui vont être moches. Et en fait, ce module-là, c'est le module principal qui fait que c'est compliqué pour moi de passer en visuel, parce que c'est celui qui se démonte pas facilement. Il faut enlever les vis, il faut remettre tout l'ancien système à la main. Voilà, c'est juste pour ça que j'évite de faire du visuel maintenant. Mais donc c'est piloté par ce petit boîtier que vous voyez là. Au passage, il est branché à des capteurs de température parce que c'est important. La mise au point dépend aussi de la température extérieure. Elle va évoluer au cours de la nuit en fonction de la température extérieure. Derrière ce petit boîtier, en fait, j'ai un autre boîtier qui est là qui sert d'alimentation. Donc lui, il regroupe plein de choses, mais il va me servir à alimenter mes caméras, il va servir à alimenter la monture, il va servir à alimenter les résistances chauffantes, etc., etc. Donc c'est juste un boîtier, mais qui est plus, encore une fois, qui est dédié à l'astronomie, qui va permettre de garantir un certain ampérage stable, ce qui est super important pour pas flinguer votre matériel. Et la partie dont j'ai pas parlé, c'est la partie acquisition, ordinateur, pointage automatique, tout ça. Et en fait, comment je le fais moi? Bah, je le fais avec un mini PC. Et en fait, le mini PC, il est directement monté sur ma monture. Donc tout est piloté par ordinateur. Donc tout est automatisé par ordinateur. Euh, le ciblage est fait par ordinateur. Donc je vais choisir sur un logiciel, je vais lui dire c'est ça que je vais aller voir. Il va pointer automatiquement. Encore une fois, la mise en station, elle est manuelle, c'est le truc qu'on doit faire à la main, mais une fois que c'est fait, tout est automatisé. Donc ça va gérer ça. C'est ça qui va piloter la caméra. La caméra qui va prendre ses photos, elle est pilotée par l'ordinateur, etc., etc. Donc tout ça, c'est fait par un ordinateur. Et donc moi, quand je fais mes photos, eh ben, je suis pas dehors. Je suis tranquille, surtout l'hiver, au chaud, à la maison. Et je suis connecté à distance à ce PC-là. Donc quand je fais des photos, en fait, je programme une session. Je vais lui dire quels sont les objets que je veux prendre en photo pendant la nuit.
Je vais planifier, je vais lui dire les temps de pause, le nombre de pauses que je veux, etc., etc. Et après, tout est automatique. Tout se fait de manière automatique. Donc c'est assez agréable, assez facile d'utilisation. La seule contrainte, enfin moi c'est une contrainte que je m'impose, mais je ne serais pas obligé de le faire. Typiquement dans la nuit, en fait, quand je fais des photos, je me réveille, on va dire une fois toutes les heures, pour aller regarder et vérifier que tout se passe bien, que la monture est pas partie en sucette, parce que ça arrive, il y a toujours des problèmes qui arrivent de temps en temps, ou qu'il n'y ait pas un câble qui soit coincé dans la monture, ce qui m'est déjà arrivé et qui a failli terminer en catastrophe. Euh, Heureusement, c'est juste le câble lui-même qui s'est sectionné. Mais voilà, donc je me lève, c'est un petit peu comme les marins, vous savez, qui traversent l'Atlantique et qui vont faire des micro-sommeils. Et bien quand je fais de l'astrophoto la nuit, c'est un petit peu ce que je fais moi. Donc tout piloté à distance. Et enfin, et je terminerai quasiment là-dessus, derrière j'ai une caméra. Donc la caméra, encore une fois, vous allez trouver de tous les prix, de tous les types. Il y a beaucoup de choix possibles. Le plus simple étant, si vous avez déjà un appareil photo numérique récent, donc quand je dis récent, c'est même des appareils de 4-5 ans, ça marche très bien, hein. Ça suffit. Après, il faut des adaptateurs dessus. Mais par contre, les photos, les appareils photo du commerce, que vous allez trouver en grand public, ont un souci, c'est qu'ils ont des filtres devant. Notamment, ils ont des filtres à UV. Donc, qui fait que vous allez cacher une partie de la lumière que vous êtes normalement que vous recherchez en astrophotographie. Donc, vous allez pouvoir faire un certain nombre de photos, commencer par ça. Mais à terme, en fait, il vous faudra soit défiltrer votre appareil, ce que font beaucoup d'amateurs en astrophoto, ou simplement acheter une caméra qui va être dédiée à l'astrophotographie. Et là, tous les prix possibles, toutes les gammes possibles. Et donc j'ai commencé petit, avec des capteurs plus petits, avec des caméras qui étaient pas refroidies, etc. Pour avoir aujourd'hui quasiment ce qui se fait de mieux en amateur, on va dire. Donc une caméra qui est qu'on appelle full frame, donc c'est-à-dire que la taille du capteur, c'est la fameuse taille des pellicules, enfin des montres de pellicules en 24-36 de la belle époque. Et donc c'est une photo qui va faire 62 mégapixels, donc c'est juste une résolution énorme. Si vous comparez à du Full HD ou de la 4K, c'est énorme. Les pixels sont très petits. Encore une fois, suivant ce que vous allez photographier, faites très attention à cette taille de pixels. Je vous renvoie à la partie échantillonnage. Mais à chaque fois que je vais faire une photo, chaque photo, une seule pose, va me prendre 122 mégas de données. Pourquoi? Parce que en fait, on veut stocker ça sous forme RAW, ce qu'on appelle RAW, c'est-à-dire non traité, donc pas JPEG, pas de perte, puisque en fait ce qu'on va faire après, donc je parlerai la prochaine fois, c'est du traitement logiciel pour prendre plusieurs photos, plein de fois, plusieurs poses, et avoir du logiciel qui va faire des calculs pour vous ressortir une photo propre derrière. Et donc comme on va faire plusieurs poses, donc typiquement moi je vais faire 400, 500 poses. Je voudrais parfois en faire beaucoup plus. J'aimerais pouvoir faire 5000 poses de 15 secondes par exemple. Sauf que techniquement c'est pas possible. J'aurais beaucoup trop de données sur mon disque dur et derrière mes logiciels qui traiteraient les images seraient incapables de le faire. Pour vous donner une idée, là aujourd'hui quand je traite une photo, c'est 50 gigas de données en moyenne et juste la phase qu'on appelle le pré-traitement prend plusieurs heures de travail sur mon ordinateur qui est loin d'être une vieille machine, hein, donc sur un truc plutôt récent. Voilà. Donc beaucoup de données, donc c'est pareil, il faut adapter en fait votre matériel et votre capteur à ce que vous avez en capacité de traitement logiciel, quoi. Je vais vous montrer, hop, juste reprendre la caméra. Je vais montrer à quoi elle ressemble, parce que c'est assez gros quand même, hein. Celle-ci, elle est assez grosse. Ce qui est intéressant à voir, hop, je vais essayer de montrer ça, donc je vais dévisser, ici. Hop, donc là vous voyez, vous avez directement le capteur, qui est relativement gros. Je vais le mettre comme ça parce qu'il y a un petit reflet. Donc on voit directement le capteur derrière.
Donc ça, vous imaginez que de toute façon, on peut pas faire beaucoup plus grand en termes de capteurs, puisqu'après, ce qui va sortir du télescope, ça va être trop concentré. Donc ce qui me fait d'ailleurs une petite liaison intéressante, quand vous voyez la taille du capteur là, et que vous savez que la lumière qui arrive du télescope, en fait, elle est focalisée, elle arrive là-dessus. Et donc c'est pour ça que tous les télescopes un petit peu dédiés à la photo ont forcément des correcteurs, parce que le point focal, eh ben, il n'est pas ponctuel. En fait, votre image, elle s'étale sur toute cette surface, et donc la distance de mise au point n'est pas la même au centre du capteur que sur les côtés du capteur. Donc à cause de ça, il faut avoir des correcteurs, donc typiquement les lames de Schmitt, ou sur mon télescope, il y a la lame de Schmitt et en plus une lentille que je vous ai pas montré mais qui existe, qui sert à faire de la correction particulière sur les bords de champ. Donc voilà. Après, ce qui va être intéressant à voir, c'est cette partie-là. Donc la partie qui est là, c'est simplement pour aérer, parce que derrière, il y a un ventilateur. Alors pourquoi il y a un ventilateur? C'est parce que c'est une caméra refroidie. Et en fait, la dernière chose dont je vais parler aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Pourquoi on utilise une caméra refroidie? C'est parce que derrière, ça va permettre de réduire le bruit sur les photos. Donc vous savez que quand vous faites des photos, même avec votre smartphone et que vous faites une photo de nuit, souvent elles sont de très mauvaise qualité, elles vont être très bruitées, il va y avoir du grain, parce qu'on est obligé d'augmenter le gain. Donc ça, le gain, et ça génère un certain bruit sur les photos. En fait, il y a un autre type de bruit sur les capteurs, qui est le bruit simplement des capteurs électroniques. Et ce bruit, on est capable de le réduire en diminuant la température des capteurs. Donc par exemple, la plupart des photos que je fais, le capteur lui-même descend à moins 15 degrés. Ce qui va permettre de réduire complètement le bruit et d'avoir des photos qui vont être moins bruitées, tout simplement. Ben écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. J'espère que j'ai pas été trop long pour vous, que je vous ai donné un petit peu envie de vous lancer. Mais pour terminer, en fait, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on obtient en sortie, parce qu'une fois que j'ai pris ces photos, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va obtenir ça. C'est chouette, hein? Donc voilà, donc ça c'est une photo brute sortie de mon capteur. Et bah, c'est un peu décevant, hein. Bah, si vous voulez savoir comment on arrive de ça aux photos que j'ai montrées en début de la session, eh bien en fait il va falloir passer sur la partie logicielle qui est le traitement de ces photos-là et comment à partir d'une photo qui apparaît noire, on arrive à avoir une photo extraordinaire. Voilà, voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je peux rester un petit peu en ligne s'il y a quelques questions. Et puis sinon, bah, merci d'avoir suivi cette session. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions même après, si vous avez des suggestions, si vous voulez que je fasse questions sur d'autres sujets, euh, faut pas hésiter à me demander. Et puis on travaillera, voilà, je travaillerai à tout ça. Merci à vous. Je reste un peu en ligne si vous avez des fameuses questions. Je crois que mon fils a décidé d'éteindre toute la maison. J'essaie de rallumer la lumière. Alors, première question. C'est pas une question conne, hein. C'est une question intéressante. Combien de temps et d'argent tu y as dédié? Le temps, c'est peut-être la question la plus simple. Ce que je disais au début de la session, plusieurs années. Plusieurs années, mais c'est un loisir, un plaisir, donc finalement on ne voit pas le temps passer. Mais là, j'ai vraiment commencé à faire de l'astrophoto, sérieusement, on va dire il y a 4-5 ans. Donc ça va relativement vite, si on est un petit peu motivé, ça va relativement vite. La partie argent, c'est beaucoup plus compliqué, parce que comme je disais, en fait, j'ai fait beaucoup d'achats au fur et à mesure.
Donc j'ai commencé bien avant à faire la photo. J'avais déjà des télescopes, j'ai revendu, donc j'ai commencé sur des choses. Alors, il faut toujours être relatif, hein, il n'est pas trop cher, mais c'est à 1500 € un télescope. Euh, voilà. On sait très bien que tout le monde peut pas mettre cet argent-là, mais j'ai commencé sur du matériel comme ça, et puis après j'ai acheté, donc quand j'ai acheté mon Edge HD, là, donc le télescope à fourche, etc., je crois que de mémoire, il devait coûter dans les 3500 € celui-ci. Mais et puis après il y a des oculaires, il y a plein de filtres qu'il faut acheter. Plus vous allez avoir un télescope entre guillemets puissant, gros, plus les accessoires vont coûter cher, plus les filtres vont coûter cher, euh, les caméras vont coûter cher. Aujourd'hui, les caméras que j'achète coûtent plus cher que les premiers télescopes que j'ai achetés. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, et ben s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là, et puis la suite au prochain numéro. Merci.